Voir pour comprendre. Les civils dans les conflits. En juillet 2017, les forces de la coalition internationale contre l'État islamique célébraient la chute de Mossoul. Une victoire militaire payée au prix fort par la population civile. Plusieurs milliers de morts, 15 000 blessés, plus d'1 million de personnes déplacées, les habitants de Mossoul, après avoir vécu l'enfer de l'occupation djihadiste, ont aussi subi pendant 9 mois celui de la libération. Les civils sont régulièrement en première ligne dans les conflits armés. Même si la guerre ne doit pas être une zone de non-droit et que certaines des lois qui la régissent veillent à épargner les civils, la réalité est tout autre. Ils sont de plus en plus menacés. La multiplication des conflits internes et des combats en zone urbaine contribue à l'aggravation de leur situation. Les chiffres sont sans appel. Selon l'ONU, les victimes civiles en temps de guerre sont passées de 5% des pertes au début du XXe siècle à 15% pendant la Première Guerre mondiale, puis à 65% à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour culminer à 90% lors des conflits armés des années 90. Il faut bien comprendre ce que l'on entend par civil. C'est tout simplement une personne qui ne participe pas aux hostilités. Les religieux, les médecins, les journalistes qui interviennent sur les zones de conflit sont aussi des civils. Ainsi, même un membre des forces armées, s'il ne prend plus part au combat, parce qu'il est blessé ou parce qu'il capitule, est un civil. Les maisons, les immeubles, les hôpitaux, les écoles, les bâtiments administratifs, bref, tout ce qui fait le quotidien des civils et qui n'a pas de rôle militaire doit aussi être épargné. On les appelle les biens de caractère civil. Revenons à Mossoul. Les civils ont été littéralement pris au piège par les différentes parties du conflit. L'État islamique les a systématiquement utilisés comme boucliers humains et les a empêchés de fuir. Les forces irakiennes, en installant ponctuellement leurs snipers sur les toits des habitations libérées, sans évacuer les civils, les ont transformés en cibles. Des civils ont été tués ou blessés par des tirs de mortier effectués sans discrimination dans des zones fortement peuplées. À cela s'ajoutaient les bombardements incessants de la coalition dirigée par les États-Unis. Par exemple, le 17 mars 2017, plus de 100 personnes ont été tuées par une frappe aérienne à l'ouest de Mossoul. L'enfer de la guerre pour les civils, ce n'est pas seulement la mort lors des combats. C'est aussi l'horreur des disparitions forcées, de la détention arbitraire, de la torture. Ces méthodes utilisées dans les pires régimes répressifs se généralisent dans de nombreux conflits, en particulier pour opprimer les opposants politiques et terroriser la population. Du jour au lendemain, l'un des vôtres disparaît, vous êtes sans nouvelles de lui des mois durant, les autorités nient être au courant de la situation, et au final, vous ne le reverrez jamais ou, si par miracle il réapparaît, vous découvrirez le récit de ses tortures. Voilà, c'est ça les disparitions forcées. Par exemple, en Syrie, depuis le début du conflit en 2011, des dizaines de milliers de civils, présumés opposants au gouvernement, ont fait l'objet d'arrestations arbitraires et ont été systématiquement torturés dans des centres de détention. Les civils subissent également des violences sexuelles, des pratiques barbares utilisées en représailles pour torturer et susciter la peur. C'est comme ça qu'au Soudan du Sud, des milliers de femmes, des filles et des hommes ont été violés et agressés sexuellement à cause de leur appartenance ethnique. Les conflits entraînent aussi des déplacements massifs de population. Contraints de fuir les combats, les civils sont jetés sur les routes, sans protection, sans perspective d'avenir. À ce jour, dans le monde, plus de 50 millions de personnes ont été déplacées de force, la plupart à cause d'un conflit armé. Il faut savoir que 80% de ces déplacés sont des femmes et des enfants. Toutes ces populations civiles menacées, jetées hors de chez elles ou piégées en zone de combat, dépendent souvent de l'aide humanitaire pour survivre. En Syrie, les sièges de longue durée privent la population de nourriture et de médicaments. Des Syriens souffrent et meurent parce que la famine est utilisée comme une arme de guerre, tant par le gouvernement que par les groupes armés impliqués dans le conflit. Et pourtant, tout est prévu pour protéger les civils dans les conventions de Genève, les traités internationaux fondamentaux du droit international humanitaire. Ces conventions fixent les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, et notamment la protection des civils, des membres d'organisations humanitaires, des blessés ou encore des prisonniers de guerre. Ces textes sont catégoriques. Toute attaque délibérée contre des civils ou des biens de caractère civil est un crime de guerre. Si cette attaque se fait à grande échelle pendant de longues périodes et si elle est systématique, c'est un crime contre l'humanité. Tous les États ont signé ces conventions et elles sont donc universellement applicables. En résumé, c'est indiscutable. Tout le monde est d'accord et tout le monde doit les respecter. Comment cela devrait-il fonctionner ?
La protection des civils et des biens à caractère civil repose sur 3 grands principes: la distinction, la précaution et la proportionnalité. La distinction, cela signifie que toutes les parties du conflit doivent faire la distinction entre objectifs militaires et biens de caractère civil. Les armes qui ne peuvent pas faire cette distinction au moment de leur utilisation sont interdites. Ce principe prohibe par exemple les bombardements aériens indiscriminés. La précaution s'applique lorsqu'une opération militaire fait peser des risques sur les civils. Elle doit être alors conduite selon des dispositions particulières. Comme par exemple, choisir le moment de l'attaque pour minimiser les pertes. Avertir à l'avance les civils, si c'est possible. Arrêter les opérations si leur impact sur la population est disproportionné. Enfin, la proportionnalité autorise l'usage de la force militaire à condition que l'impact sur les civils ne soit pas disproportionné par rapport à l'avantage militaire attendu. Pourtant, la réalité est tout autre. Il était 7h30. Nous prenions tous notre petit déjeuner lorsque j'ai entendu un sifflement et une roquette est tombée au beau milieu de la pièce, sur ma tante. Elle a été tuée sur le coup. Le feu a commencé à s'étendre et j'ai vu sa main voler. La maîtresse de maison a également été tuée sur le coup. Mes 2 enfants ont été blessés et un bébé assis sur les genoux de sa grand-mère a eu le bras arraché. Les combattants de l'État islamique, postés juste derrière la porte, ne nous ont pas laissés sortir pour nous occuper des blessés ou enlever les corps. Nous les avons emmenés à la porte de derrière. Nous avons dû attendre 2 jours pour pouvoir transporter nos blessés à l'hôpital. Mes enfants et mon époux sont là-bas et je suis coincée dans le camp, sans autorisation d'en sortir. Je suis tellement inquiète pour eux. C'est clair, toutes les lois sont là pour protéger les civils et pourtant leur situation est catastrophique. Il est inadmissible que leur souffrance ne soit pas traitée avec sérieux et détermination. La communauté internationale se montre scandaleusement absente. Les gouvernements doivent cesser d'affirmer que la protection des civils n'est pas de leur ressort. Pour leur venir en aide et pour les protéger, il faut agir à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur le terrain, pour les prendre en charge en temps réel, comme le font de nombreuses organisations. Et puis, il faut aussi intervenir auprès de nos gouvernements et des instances internationales pour que la guerre cesse d'être une zone de non-droit. Et pour cela, le droit international humanitaire devrait être une frontière absolument infranchissable pour ne pas sombrer dans la barbarie. Pour défendre des intérêts particuliers ou par pur opportunisme politique, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est montré jusqu'à présent incapable de résoudre les conflits qui ont déchiré la Bosnie-Herzégovine, le Myanmar, Israël et la Palestine, la Syrie et l'Ukraine. Alors que des États ou des groupes armés se sont rendus coupables de crimes atroces sur des civils. L'usage systématique du droit de veto ne permet pas à la communauté internationale de disposer pleinement des instruments nécessaires pour protéger les civils. Un pas décisif serait fait avec l'encadrement de ce droit de veto en cas d'atrocité de masse. Ainsi, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité feraient clairement comprendre aux responsables que le monde ne restera pas les bras croisés. Pour construire un avenir où les civils seront enfin réellement protégés, il est également crucial que les auteurs des infractions commises contre les civils soient jugés. Sans quoi les criminels continueront à commettre leurs exactions en toute impunité. Ce sont les instances de justice internationales et nationales qui doivent y veiller. Ceux qui ont ordonné ou commis des crimes en temps de guerre, comme par exemple en ex-Yougoslavie, au Rwanda ou en Sierra Leone, ont été traduits en justice. En plus d'œuvrer activement pour que les responsables des crimes de guerre rendent des comptes, il faut rappeler en permanence le droit aux décideurs. Inciter avec détermination nos gouvernements à agir face aux souffrances des civils, rappeler avec fermeté qu'il ne faut ni vendre ni transférer d'armes à des auteurs de crimes de guerre, accueillir sans discrimination des réfugiés qui fuient les pays en guerre. En résumé, pour protéger efficacement les civils, il est indispensable de prévenir et agir contre les atteintes au droit international humanitaire, de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, d'assurer une meilleure protection des personnes qui fuient les conflits, de mettre en œuvre le traité international sur le commerce des armes. Protéger les civils est une priorité absolue et il y a urgence car leur situation empire. Cela permet non seulement de réduire les pertes humaines, mais aussi de renforcer la capacité des pays en guerre à reprendre une vie normale et pacifiée une fois la dernière balle tirée. Nous devons rester collectivement mobilisés et individuellement indignés par cette situation insupportable, car n'oublions jamais que nous sommes tous des civils. Comme le disait René Cassin,
Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés, en quelque partie du monde que ce soit.